Je me présente, Laurier Turgeon, je suis le directeur de l'Institut du patrimoine culturel de l'Université Laval. Je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues à cette conférence. Alors, je rappelle que c'est une conférence qui fait partie d'une série de 4 conférences que l'IPAC organise conjointement avec plusieurs partenaires, dont le CELAT, l'IPAC de l'Université du Québec à Montréal, l'INAF, et la MAPAC. Donc, nous avons une série de 4 conférences consacrées entièrement au patrimoine culinaire et alimentaire autochtone du Québec et du Canada. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir 2 présentatrices et aussi ma collègue Manon Niquette qui m'assiste et qui organise conjointement avec moi cette série de conférences. C'est une spécialiste, les professeurs dans le département des communications et spécialiste de l'alimentation et des pratiques alimentaires. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à ma collègue Manon. Oui, merci beaucoup, Laurier. Alors, bienvenue à tout le monde à la conférence intitulée Concevoir un livre collectif pour documenter l'héritage culinaire d'une communauté à Anishinaabe. Retour sur un projet collaboratif. Alors, on reçoit 2 conférencières. Il y en a une qui est pas encore arrivée. Il y en a une Est-ce qu'elle est là? Ouais. Oui, oui, Maureen est là. Allô, Maureen? Ah, bonjour Maureen. Alors, je vous présente les conférencières. D'abord, il y a Laurence Amel Charret, qui détient un PhD en anthropologie de l'Université de Montréal. Elle est présentement postdoctorante au département d'études urbaines et touristiques de l'Université du Québec à Montréal. Spécialisée en anthropologie socioculturelle, elle privilégie les méthodes et des approches de recherche collaborative et participative. Et dans le cadre de ses plus récents travaux, elle fait de l'anthropologie par l'alimentation et s'intéresse aux cultures alimentaires autochtones sous divers angles, notamment la restauration, des stratégies d'adaptation alimentaire et le colonialisme alimentaire. Et la deuxième conférencière, en fait, elles font une conférence conjointe. Elles vont présenter ensemble. C'est pas une à la suite de l'autre. Là. Et nous avons le plaisir d'accompagner Maureen Papati, qui est membre de la communauté Anishinaabe de Lac-Simon. Elle détient un baccalauréat en éducation et elle a été enseignante au primaire et à l'école pour adultes pendant plusieurs années. Elle travaille présentement comme conseillère pédagogique en langue au sein de sa communauté. Bienvenue à vous deux. Merci beaucoup. Je vais commencer par vous partager mon écran. Euh, Voilà. Est-ce que vous voyez? Attendez. Je vais mettre en plein écran. C'est bon? Parfait. Oh, excusez. Non, non, faut que je laisse en plein écran. Voilà. Merci beaucoup de l'invitation et merci d'être là malgré la grève possible qui affecte vos vies. Maureen et moi, aujourd'hui, on vient vous parler donc d'un livre collectif communautaire qu'on a fait où les deux, on a été quand même très impliqués ensemble et on va vous présenter donc la conférence ensemble. Donc, en alternance, on se voit plus ou moins. Je vais essayer de voir Maureen quand même sur mon écran. Donc, on va se partager la parole là, au cours des différentes diapositives. On va pas faire chacune notre section, un peu sous forme de discussion toutes les deux. Et on va prendre là, des questions, évidemment, à la fin. Donc, avant d'aller concrètement dans le projet de livre et vous expliquer un peu tout le processus créatif et collaboratif derrière, on voulait mettre les bases de certains éléments là, de notre démarche en commençant par vous présenter donc la communauté de Lac-Simon où a eu lieu le projet avec cette communauté. C'est un projet qui est avec cette communauté-là. Donc, c'est la communauté de Maureen. Donc, je la laisserai vous la présenter un peu pour vous situer ceux qui la connaissent pas.
On t'entend pas, Maureen. Mais moi, en tout cas, moi, je t'entends pas. Faut que en bas de l'écran, il y a un petit micro, faut que tu cliques sur le micro. Est-ce que tu vois un micro? Dans le coin inférieur gauche, Ouais, en bas. pas à gauche. Tu vois pas le micro? Peut-être qu'il faut aller son curseur, promener son curseur, puis il va apparaître, la bande va apparaître. Oui, en bas. Ouais, si tu bouges ton. OK. Ouais. Ah, on Oui. t'entend, je pense. OK. Ouais, Oui. ok. Parfait. Bonjour. Bonjour. La communauté Anishinaabe de Lac-Simon est composée d'hommes et de femmes, puis d'enfants. Nous recevons aussi les Tugouji. Tugouji, c'est les allochtones qui viennent travailler dans nos communautés, telles que dans les écoles, dans les centres de santé et ainsi dans les autres travaux publics aussi. On les reçoit, puis qui viennent travailler pour nous. Notre langue, c'est l'Anishinaabe. Notre langue, c'est c'est en voie de, malheureusement, c'est en voie de disparition. Puis la, nous, les années, ceux qui sont nés à 67 jusqu'à 60, début des années 80, eux parlent l'Anishinaabe. Mais après la nouvelle génération d'aujourd'hui, les jeunes parents d'aujourd'hui ne parlent plus l'Anishinaabe. Mais ils vont dire des mots, par exemple, comme les mots quotidiens. Ça, ils vont le dire. Ils vont mélanger avec les mots en français. La population est à peu près de 2100. Nous avons plusieurs enfants, comme si je parle un peu de l'école primaire à Mikobi. À Mikobi, ça veut dire c'est les temps du castor, là, où ce qui se baigne, puis où ce qui avec sa petite famille. C'est ça que ça veut dire, à Mikobi. Les enfants, on reçoit à peu près 480 élèves, 483 l'année passée au mois de juin. L'année passée, quand on a terminé l'année scolaire, on avait 483 élèves. Puis là, il doit en avoir augmenté aujourd'hui parce que chaque année, nous recevons de nouveaux, mettons, ceux qui viennent rentrer en préscolaire, environ à peu près trentaine de jeunes, là, ou 50, ça dépendamment des années. Et à l'école Amicouche au secondaire, ils sont environ à peu près 120 élèves inscrits. Malheureusement, nous avons plus beaucoup d'aînés, mais les aînés sont beaucoup impliqués dans la langue aujourd'hui parce qu'on a un comité du plan linguistique dans notre communauté, puis on travaille en collaboration avec eux. Et ils sont ils sont très heureux d'être avec nous autres. Ils se sentent, quand les aînés, on va les chercher dans les maisons, là, dans leur maison, là, ils se sentent impliqués puis ils se sentent valorisés par rapport quand on parle de la langue ou pardon, de la culture. Ils s'amusent avec nous puis ils sont très heureux. Nous avons aussi, comme je dis, beaucoup d'enfants à l'école primaire, puis moi, il n'y a pas beaucoup au secondaire. Puis on a quelques étudiants aussi qui vont au cégep. Puis on n'a pas beaucoup aussi, même pas une dizaine qui vont à l'université. Fait que ils vont plus chercher aussi les professionnels là, quand ils vont jusqu'à secondaire 3 ou 4. Après ça, ben, nous avons quand même des finissants, là, secondaire 5. Fait que
Puis, quand tu vis dans la 117, là, comme notre communauté, c'est à 2 kilomètres après. Puis là, on a une station d'essence qui est le Petro-Canada, on a le Bonichois, puis on a le centre de santé dans notre communauté, on a le centre de formation pour les adultes, on a le Conseil de la Nation, on a les programmes aussi d'aide sociale, un bureau. On a quand même plusieurs services pour nos membres de la communauté. On a un chef de bande qui est Lucien Wabanonic, puis on a aussi les conseillers. Il y a 4 conseillers, puis on a eu une élection dernièrement, puis on ne sait pas encore les résultats, mais ça va venir. Puis ça va être tout pour notre... Nous avons plusieurs activités traditionnelles aussi, des activités telles que le perlage ou l'éducation. Ils organisent des colloques. On a commencé à organiser ça au mois de mai, cette année, 2023. Puis là, on va en faire un autre, on va le faire de façon annuelle pour que notre langue puisse rester vivante. Miigwech. Merci, c'était un beau tour d'horizon. Donc, c'est avec cette belle communauté-là que le projet de livre a eu lieu. Maintenant, je vais vous situer un peu la recherche là, dans laquelle ce livre-là, auquel ce livre-là se joint. Dans le fond, moi, j'ai fait un doctorat en anthropologie à l'Université de Montréal où je m'intéressais à l'alimentation. Je connaissais un peu l'Aximon, j'avais fait ma maîtrise en partie avec des membres de la communauté et je travaillais sur un autre projet dans la communauté. Donc, je voulais travailler sur l'alimentation, je voulais leur proposer un projet. Donc, j'ai commencé un peu à feuilleter la littérature et dans les médias et souvent, pas uniquement, mais souvent, je voyais qu'il y avait beaucoup de travaux qui s'intéressaient à la dimension santé associée à l'alimentation parce que malheureusement, il y a beaucoup d'insécurité alimentaire dans de nombreuses communautés autochtones au pays. Et il y a aussi différentes maladies qu'on associe à l'alimentation qui sont quand même très présentes chez les populations autochtones, le diabète par exemple, ou maladies cardiovasculaires. Donc, souvent, les études ils vont s'intéresser à l'alimentation un peu comme un problème. Donc, c'est souvent la dimension négative qui est traitée. Puis je dis pas qu'il faut pas faire ça, c'est correct. Mais moi, j'étais anthropologue, donc j'étais plus dans une démarche compréhensive et un peu en réaction à ce portrait qui était plutôt négatif de l'alimentation. Je m'étais dit que j'avais envie de proposer à l'Aximon un projet qui allait être plutôt positif, qui allait mettre l'accent plus sur la richesse culturelle et justement sur cette dimension culturelle-là de l'alimentation qui n'est pas non plus juste de la nutrition ou de la santé. Et comme j'avais déjà eu quelques contacts avec des membres de la communauté, j'avais eu l'impression que l'alimentation, c'était un espace où il y avait de la fierté, mais aussi du plaisir. Donc, c'est un peu cette idée-là que je voulais mettre sur la table quand j'ai rencontré le conseil au départ. Donc, j'ai rencontré les élus en février 2017 pour leur proposer un projet. Donc, l'idée, c'était de faire ma thèse avec eux dans la communauté, une thèse qui traitait de l'alimentation dans une perspective anthropologique. J'entrerai pas dans les détails de la thèse, c'est pas l'idée aujourd'hui. Mais bon, une thèse, ça reste théorique, un certain format académique. Même si les résultats, donc j'avais prévu avec le conseil de rendre les résultats de manière adaptée à la communauté, je trouvais que ça restait quand même théorique et pas très concret. Et donc, j'ai proposé au conseil, avec la thèse, de faire un projet que j'espérais allait permettre d'engager les gens, les faire participer à un projet ensemble et qui allait avoir quelque chose de concret entre leurs mains là, après cette collaboration-là. Et donc, je leur ai proposé de co-créer un livre participatif communautaire. Et donc, j'ai récolté autant les données pour le livre que pour la recherche en même temps pendant 14 mois. Donc, je suis restée 14 mois dans la communauté. J'ai habité en partie là et j'ai aussi fait plusieurs séjours sur le territoire. On m'a beaucoup amené dans le bois avec des familles, avec des groupes communautaires. On m'a appris une panoplie de choses parce que oui, je m'intéressais à l'alimentation, mais j'ai pas que parlé d'alimentation, évidemment, pendant 14 mois. Dans la vie quotidienne, on partage plein de choses et j'étais ouverte à tout ce que les Anishinabek avaient envie de me partager. Donc, on m'a appris à jouer aux cartes, à faire, à certains, je savais jouer aux cartes, mais à certains jeux de cartes,
On m'a appris à coudre, on m'a appris à dépecer des animaux, des poissons, faire de la bannique, donc plein de choses qui allaient vraiment au-delà de l'alimentation. Et après, donc, quand le terrain intensif, comme on appelle en anthropologie, a été terminé, j'ai rencontré le conseil pour établir un peu les modalités de suivi et je suis retournée là, depuis ce temps-là, depuis 2018, plusieurs fois par année. Bon, évidemment, pas pendant que c'était la COVID, mais sinon, à part ça, là, je suis retournée chaque année, quelques fois. Et finalement, la thèse a été soumise en 2022, avant le livre, parce que vous allez voir que on a rencontré quelques défis dans la production ou l'édition du livre, ce qui a fait en sorte que le livre, lui, a été publié après la thèse, donc en juin 2023. Donc, ça fait seulement quelques mois. On va arriver au livre bientôt. On voulait seulement vous partager un peu, pour un peu comprendre, je pense, la richesse du livre. On comprend sans ça, je pense, mais pour vous expliquer peut-être un peu la richesse du livre, quelques mots sur les modalités de transmission avec les Anishinaabeg, en basant aussi sur ma propre expérience, c'est-à-dire comment moi, on m'a transmis les choses dans la communauté. Comme je vous disais, souvent, les savoirs alimentaires sont pas transmis de manière isolée, c'est-à-dire on parle pas juste de partager une recette. Souvent, quand on va partager des connaissances alimentaires, par exemple, pour dépecer un castor, le préparer, par exemple, ben oui, on va partager tous les savoirs pour préparer l'animal, le cuire, comment on le mange et tout, mais ça va être aussi des savoirs transmis sur des légendes, par exemple, associées au castor, des éléments de son habitat sur le territoire, donc de l'environnement, des techniques aussi pour aller le chercher dans certains de ses habitats. Donc, c'est toujours un ensemble de savoirs qui est transmis, donc c'est pas l'alimentation de manière isolée. Et ça, je l'ai aussi beaucoup observé, donc oui, avec ma propre expérience, mais j'ai participé souvent à des... Maureen expliquait, il y a quand même beaucoup de jeunes à l'école de primaire et ils ont des cours de ce qu'on appelle langue et culture où il y a beaucoup des savoirs alimentaires notamment qui sont transmis où, par exemple, la photo que je vous ai mise, c'était une période où les élèves étaient invités, donc on faisait cuire le museau, il y avait des... mon Dieu, j'ai oublié les oiseaux, là, Maureen, j'ai oublié le nom, des berdaches. Des neckers? Oui, c'est ça. Neckers, c'est des berdaches, des outardes. C'est ça, des outardes, exact. Je cherchais le terme. Merci. Donc, pendant le cours, donc c'est ça que les enfants font. Donc, ils sont amenés à avoir plein de savoirs à travers ces espaces de transmission-là. Et la transmission, donc, souvent, est faite donc par observation, expérience et écoute. Donc, moins dans le théorique, moins apprendre les choses dans les livres. On est vraiment dans l'observation. Donc, regarder qu'est-ce que les autres font. Moi, on m'a souvent dit, viens regarder, assis-toi, prends-toi une chaise, je vais dépecer un orignal, par exemple, ou une cuisse, bon, disons. Viens t'asseoir à côté de moi, puis regarde qu'est-ce que je fais. Donc, l'observation est vraiment importante dans l'apprentissage, sans qu'il y ait nécessairement des directives. On ne va pas expliquer à chaque étape de la préparation des aliments qu'est-ce qu'on fait, mais on observe, donc on apprend par observation. Et souvent, quand j'avais assez observé, on me disait, bon, ça fait quelques fois que tu me vois faire, là, c'est le temps que toi, tu essaies. Là, fait que là, je me lançais et on me laissait faire des erreurs. J'en ai fait, évidemment. Donc, j'ai fait des erreurs, puis souvent, on me laissait faire l'erreur au complet, puis après, on me disait, bon, attends, là, je vais te montrer la façon où tu ne feras pas l'erreur. Donc, on m'expliquait par après. Et donc, ça me permettait de faire des apprentissages dans l'action. Et c'est beaucoup comme ça que les gens m'ont décrit quand je les questionnais à savoir comment ils avaient appris à cuisiner. Souvent, c'était en faisant des essais-erreurs, en le faisant eux-mêmes. Et beaucoup, quand on m'expliquait des éléments de la cuisine ou des préparations, on partageait de l'expérience concrètement. Donc, je me souviens, c'est dans l'introduction du livre, on avait préparé un plat d'orignal, donc on avait coupé et tout, on l'avait mis au four et donc là, j'ai demandé à la personne avec qui j'étais combien de temps on va le laisser cuire. Il m'a dit, ben jusqu'à temps que ça soit cuit. Il n'y avait pas de temps fixe, une demi-heure, 40 minutes, c'était on va voir avec notre expérience quand ça va être cuit. Bon, donc là, j'ai appris ça. Et aussi, par exemple, pour la bannique est un pain plat qu'on fait souvent cuire dans une poêle, soit sur le feu, soit sur une cuisinière. Et là, bon, ça faisait quelques fois que je voyais comment elle était cuite. On voit bien la croûte quand elle est belle. On voit le doré, c'est facile à voir. Mais je me disais l'intérieur, parce que parfois, elle est quand même assez épaisse, c'est pour savoir quand c'est prêt. Donc, je demandais comment on sait si la bannique est cuite à l'intérieur sans la couper, parce que j'ai jamais vu un Anishinaabe couper sa bannique pour vérifier si elle était cuite. Ils le savent. Et il y a une Anishinaabe... Il va prendre la bannique, par exemple, il va le prendre dans la bannique avec les deux mains. Après ça, il va donner des petits coups à l'intérieur.
Exact. Et si ça résonne, ça veut dire qu'il cuit, là. Exact, mais c'est exactement ce qu'on m'a répondu. Alors là, j'ai compris qu'il fallait que je sache c'était quoi le son d'une banette cuite. Donc, c'est un apprentissage qu'on fait à force de le faire, donc par l'expérience. Donc ça, c'est quand même caractéristique. Puis dans beaucoup de domaines, pas juste dans l'alimentation, quand on m'apprenait à coudre, c'était la même chose aussi. Et beaucoup dans l'écoute aussi, souvent on me racontait des récits, des histoires, des souvenirs. Et à travers ces histoires-là, il y avait des savoirs qui m'étaient transmis. Des fois, je comprenais pas tout de suite qu'est-ce qu'on m'expliquait. Puis c'était par après, en repensant au récit qui m'avait été raconté, que je comprenais les savoirs qui avaient été dedans. Donc, on a essayé de reproduire ces modes de transmission-là dans le... Ben, j'ai dit qu'on a essayé, mais en fait, ça s'est fait de soi. C'est-à-dire que là, je vous explique ça a posteriori du processus de création du livre. Mais quand le livre s'est fait, c'était pas l'objectif, mais ça s'est fait comme ça. Et je pense que comment le livre est construit et la manière qu'on a partagé les éléments du livre, je pense que ça traduit ces modes de transmission-là où il y a l'expérience, justement, et l'écoute qui est très, très importante. Est-ce que tu voulais ajouter d'autres choses sur ça, Maureen? Non. Non? C'est bon? Tu parles trop vite, moi j'ai de la misère à suivre. Dis, un Anishinaabe, là, quand il transmet son message, là, il va aller tranquillement. Il va aller, quand il raconte une légende, il va aller tranquillement pour qu'on puisse saisir tous les messages. Puis après ça, il nous pose des questions. Puis on a tout Anishinaabe, là. Puis... Ben, oui, puis on m'a souvent... Puis j'avais appris à prendre plus mon temps, mais j'ai beaucoup de difficultés. Mais tu le sais, là, je parle vite depuis... Oui. Je parle vite depuis que je suis petite, puis bon, j'essaie, puis là, je vois le temps passer, je me dis, oh mon Dieu, on s'en rendra pas à la fin. Donc, voilà, j'essaie, mais si je vais trop vite, là, n'hésitez pas à me ralentir, là, comme Maureen le fait, ça me OK, donc si on continue. Maintenant, donc le format. Donc, pourquoi avoir proposé un projet de livre à une communauté qui est beaucoup dans l'oralité, donc de tradition orale? D'abord, quand je suis allée présenter mon projet au conseil, je travaillais sur un autre projet de recherche qui avait été initié par la communauté et où des membres de la communauté voulaient un livre. Donc, je savais que, en tout cas, quelques personnes dans la communauté trouvaient que c'était un format intéressant. Donc, je me suis dit, ben, je vais le proposer. Et il aurait pu me dire non, on veut, je sais pas, des vidéos, d'autres choses. Je me serais ajustée. Mais on m'a dit oui. Et si aussi les gens n'avaient pas participé, j'aurais changé les modalités. Mais les gens ont participé. Donc, bon, ça s'est avéré un produit intéressant, un livre. Et dans la littérature, dans d'autres contextes culturels, pas nécessairement autochtones, on voit que les livres peuvent avoir un potentiel de participer à une forme de réappropriation des savoirs et participer à une fierté identitaire aussi. Je prétends pas que c'est ce que le livre fait, mais je me disais, si jamais ça peut faire ça, ce serait quand même intéressant. Et c'est rien de nouveau en soi, un livre sur les alimentations autochtones. J'en ai mis quelques-uns dans le bas. D'ailleurs, vous en avez un de Manuel Curtness qui va être avec vous la semaine prochaine. Un très beau livre. Mais souvent, ces livres-là, qui sont disponibles, qu'il y en a beaucoup plus en anglais qu'en français d'ailleurs, c'est souvent des livres, donc, soit qui sont faits par des chefs, donc des professionnels comme Manuel Curtness, qui ont une formation en cuisine, donc, ou parfois, ce qui est proposé, c'est un petit peu plus gastronomique, avec des belles photos professionnelles et tout. Donc, c'est pas le cas du livre Anishinaabe-Zéquan avec Lac-Simon. C'est vraiment une cuisine communautaire, familiale, que les familles font, des souvenirs familiaux. Et c'est des photos que j'ai prises quand j'étais là, en cuisinant avec les gens, au-dessus du chaudron avec mon téléphone. Donc, rien de professionnel, mais je pense que ça fait aussi sa particularité. Et il y a aussi souvent des livres qui ont une approche qui est associée à la santé, c'est-à-dire que oui, il va y avoir une valorisation des alimentations traditionnelles, mais il va aussi avoir une espèce de transmission de normes alimentaires associées, par exemple, aux normes nutritionnelles, là, comme le Guide alimentaire canadien. Donc, on va essayer de favoriser des saines habitudes alimentaires dans ces livres-là. Donc, là, c'est pas le cas avec Lac-Simon, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune recommandation. C'est vraiment la voix des Anishinaabe qui partagent ce qu'ils avaient envie de partager, comment ils avaient envie de le faire. Donc, je pense que c'est un des éléments qui distingue le livre. C'est pas le seul qui est sous ce format-là, mais je pense que c'est des éléments distinctifs. Maureen, sur le livre, le format? Il reste qu'on a le centre de santé, puis ceux qui, si on a quand même un haut taux de diabète dans la communauté chez les Premières Nations. Puis,
il y a quand même le centre de santé qui nous offre des services pour nous montrer, mettons, les guides canadiens des Premières Nations, des Inuits, il y en a un. Fait que là, après ça, ben, il nous fait tous des dessins parce que Anishinaabe est très visuel. Puis là, il va faire un Anishinaabe, il va faire une assiette, puis il va dessiner toutes les, mettons, dans une assiette, qu'est-ce qu'il doit contenir pour un diabète? Ben, donc, quand tu veux faire une saine alimentation quand tu veux changer ton mode de vie, là, mettons, au niveau de l'alimentation, ou quand une personne se prend en main, il veut changer sa façon de manger, son alimentation. Fait que c'est tout ça qui nous a été, que le centre de santé nous suggère parce on a un nutritionniste dans la communauté. Puis, pendant que le livre se faisait aussi, là, pendant que Laurence était là, c'est sûr qu'on a, comme les gens étaient un petit peu réticents à partager, ben, au début, ben, ils pensaient que c'était... Mais quand il a fallu qu'ils racontent leur histoire. Puis en Anishinaabe, c'est toujours comme ça. Puis il va toujours raconter avant son histoire. Il va toujours raconter une légende avant de partager quelque chose. Pourquoi c'est comme ça? Puis quand les gens ils ont commencé à embarquer, après ça, quand on leur a dit, mettons, de se mettre, mettons, dans une position de partage, puis comment c'était quand vous étiez enfant, quand vous étiez jeune, c'est quand vous mangez. Puis là, en tout cas, mes élèves, à moi, quand Laurence est venue dans mon cours, là, c'était comme ça. Ils, ils ont embarqué après, puis c'était plaisant de les voir aller parce que là, ils sont dans leurs émotions puis de leur bien-être, là. Était bien. Fait que là, c'est pour ça qu'on n'a pas eu, après ça, de difficultés à commencer à parler après, là, puis il a fallu qu'on les mette, mettons, en cercle aussi, parce qu'Anishinaabe est beaucoup en cercle, puis on a trouvé des moyens, moi puis Laurence, pour pouvoir les faire parler. Puis j'avais commencé, moi, avec une histoire avec ma mère, quand mon père il bûchait dans le bois quand on était jeune, puis comment ça que Comment ça, ma mère était capable de... Mais j'ai jamais posé la question, moi, parce que nous autres, on ne posait pas beaucoup de la question parce que nos parents, ils viennent du pensionnat, hein, puis ils ont fréquenté le pensionnat, puis on ne pose pas beaucoup de questions à nos parents. Puis là, c'est aujourd'hui là, qu'on pose des questions à nos parents. Puis là, je demandais à ma mère à un moment donné, j'ai dit, c'est comment tu faisais ça quand tu nous amenais du jello le matin, là, puis on déjeunait avec ça, avec ton bannex. J'ai dit, puis... Mais comment tu faisais ça? J'ai dit, puis là, je sais que tu t'en allais, puis tu revenais puis avec le pot, puis là, après ça, il riait de nous autres, puis là, après ça, elle aussi, puis quand on rencontre nos histoires vécues, ben c'est là que ça vient changer. Puis c'est là, après ça, on a le désir de partager les connaissances, le désir de partager nos façons de cuisiner. Puis qu'est-ce qui est beaucoup préoccupant, qu'est-ce qui préoccupe beaucoup aussi nos aînés d'aujourd'hui, c'est le changement climatique. C'est le changement climatique. Puis quand ils retournent dans le bois, puis quand ils voient que les animaux viennent trop près, avant que c'était pas comme ça, puis ils observent beaucoup ça, les autres, les aînés, quand ils vont dans le bois. Puis même ici dans la communauté, il y a des ours qui commencent à venir très proche de la route, là, proche de la communauté. Puis il y a des renards aussi qui vont venir. Puis et ils observent ça, eux autres, les aînés. Et après ça, c'est là qu'ils nous transmettent, après ça, les enseignements. Pourquoi? Puis il y en a qui font par les rêves, parce que maman, moi, beaucoup, c'est par les rêves, puis après ça, elle va transmettre son message par son rêve. Puis,
c'est beaucoup comme je disais, c'était beaucoup dans les émotions, puis on, on trouvait chanceux aussi que l'écrit puisse partager la façon de cuisiner aussi dans Facebook, là, puis on voyait ça, puis c'est unique ce qu'ils font, puis par- parce que ça parle d'écrit, la façon dont ben, nous autres, on cuisine aussi quasiment de la même façon, mais les autres, ils ajoutent des choses peut-être, puis que nous autres, on a une façon différente aussi de le faire, d'apprêter nos, mettons, le museau quand on mange avec le museau de l'orignal, puis la langue, tout ça, là, on a une façon d'apprêter, puis l'écrit aussi a une façon d'apprêter les choses, mais nous autres aussi, on a des choses là, mais ça, il y a quand même une ressemblance, là. C'est tout. Regarde. Merci. Oui, donc c'est ça l'idée d'un peu de montrer les particularités des Anishinaabeg avec le livre. Donc, il y a d'autres choses qui se font, mais l'idée donc de montrer qu'il y a aussi plein de savoirs et des richesses culturelles dans la communauté de Lac-Simon. Donc, c'est un peu ça que le livre montre. Je vais passer rapidement. Là, c'est deux livres qui sont, je pense, particulièrement intéressants parce qu'ils montrent un peu toute l'adaptabilité puis le dynamisme des cuisines, des cultures alimentaires autochtones. Mais bon, comme le temps avance, je vais passer un peu. Donc, si on va plus concrètement là, dans le projet de livre, donc le thème était défini quand je suis arrivée, donc parce que ma thèse portait je voulais travailler sur l'alimentation, donc c'est ce que je leur ai proposé. Mais le contenu était complètement ouvert en termes de qu'est-ce qu'on va mettre dans le livre et comment le livre va être fait. D'ailleurs, il y a un aîné qui m'a dit au départ, quand je commençais à parler du livre dans la communauté, il m'a dit ça se peut que ce soit difficile parce que c'est trop large. On n'est pas habitué de pouvoir faire n'importe quoi, puis on n'a comme pas de repères, donc peut-être qu'il va falloir que tu précises un peu. C'est ce que, comme Maureen a dit, j'ai fini par faire parce que j'ai vu qu'il y avait des formats qui faisaient en sorte que les personnes étaient plus à l'aise de partager, puis ça libérait un peu la parole sous certains formats. Donc, j'ai commencé un peu à proposer des formats de partage aux personnes, plutôt que de dire, ben je leur disais qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, mais comme c'était moins facile le partage dans ces formats-là, je leur ai suggéré certains modèles là, qui étaient un peu plus parlants pour eux là, au fil de ce que j'apprenais, ce que je connaissais mieux de leur manière de faire. Donc, les objectifs étaient positifs, donc documenter les connaissances des familles, témoigner de la richesse, participer à nourrir la fierté. Euh, voilà. Et il avait été établi dès le départ que tous les droits d'auteur appartenaient à la communauté du livre. Donc, c'est le cas. Et toutes les redevances aussi retournent à la communauté. Moi, j'ai absolument rien là-dedans. Et quand j'ai terminé donc la collecte de données, disons, ou tous les matériaux pour le livre, j'avais demandé au conseil donc comment on s'organise pour le suivi, parce que bon, pour éditer tout le processus d'édition du livre, ça prend quand même plusieurs discussions, des échanges. Donc, on a établi que ce serait bien d'avoir une représentante de la communauté pour faciliter les discussions. Et c'est donc Maureen qui avait déjà travaillé au livre, là, comme elle disait, dans le cadre de son cours et tout. Donc, qui a été choisie par le conseil pour être la représentante de la communauté. Donc, elle a été dans toutes les étapes là, d'édition et même dans la collecte là, de données du livre. Ça, c'est des photos un peu de la collaboration que Maureen nous a parlé. Donc, on est allé cuisiner, on a intégré un peu tout le projet de livre. Donc, à l'époque, était professeur à l'école pour adultes en langue et culture. C'est bon, c'est ça? Ouais. On s'était dit, moi j'avais rencontré Maureen, on me parlait souvent d'elle, on me disait qu'elle était intéressée par la culture, qu'elle était très impliquée. J'avais dit, est-ce que ça tente qu'on fasse quelque chose? J'avais pas vraiment de balise. Et on s'était dit, on va essayer d'impliquer les étudiants pour qu'ils participent au livre, qu'ils fassent la recherche, qui aillent rencontrer leur famille, qui posent des questions. Puis, donc, on avait essayé de faire ça, mais on a rencontré des défis pour impliquer les personnes qui trouvaient ça, ils nous disaient qu'ils trouvaient ça difficile de faire ça à l'extérieur du cours, parce que c'était quand même un cours, c'était une journée complète par semaine, donc c'était quand même un cours qui prenait du temps. Donc, en faire en plus, c'était pour des personnes qui avaient souvent des familles et tout, donc c'était compliqué. Donc, on s'est ajusté, on a tout revu ensemble, on avait discuté pendant la session. Et finalement, c'est ça, on a cuisiné dans un makuchan, donc un festin communautaire. Et après, comme Maureen expliquait, on a fait une discussion collective avec une discussion, puis
avec les histoires que Maureen avait partagées, ça l'a vraiment tout délié la parole. Puis je pense le fait aussi d'avoir fait quelque chose ensemble. Là, on faisait pas juste parler d'alimentation, on a vraiment cuisiné ensemble, donc ça l'a aussi, je pense, généré quelque chose. Et il y a beaucoup de jeunes adultes qui ont participé quand même au livre et on leur avait demandé par après leur impression, puis on avait eu des très bons commentaires. On sentait une fierté, là, je pense, surtout pour les plus jeunes, de voir apparaître leur nom dans un projet comme ça. Et quand je suis allée reporter, quand le livre a été prêt, je suis allée porter une copie donc à tout le monde dans la communauté. Et ces jeunes-là me semblaient très, très fiers, c'est ça, de voir leur famille, leurs souvenirs alimentaires familiaux dans un livre communautaire. On a écrit un chapitre de livre aussi, Maureen et moi, pour tout décortiquer ce processus-là. Donc, ça l'a nourri le livre qu'on a fini par publier. Est-ce que tu voulais ajouter là-dessus, Maureen, ou t'avais... Euh, j'ai perdu c'est bon. OK. Ben, si tu y repenses, Ouais. Maintenant, si on va un peu plus dans le contenu du livre, donc je vous ai mis une partie de la table des matières, ça fait pas le tour du livre, mais disons qu'il y a deux grandes sections dans le livre, une section qu'on a appelée Mijim, donc qui veut dire nourriture, et une autre partie qui s'appelle Être ensemble, où donc chacune des parties est un peu différente dans les modèles du format de transmission des connaissances. La première partie, Mijim, elle ressemble plus à des formats recettes, mais je vous expliquer, c'est pas tout à fait des recettes comme on est habitué. Et l'autre portion qui est vraiment plus dans des récits un peu plus longs, par exemple des Noëls sur le territoire, des apprentissages sur le territoire, où les personnes vont raconter comme un récit et les connaissances alimentaires apparaissent au fil de ces histoires-là. Et chaque entrée, chaque partage est associé au vrai nom des participants. C'est quelque chose qui était important pour moi. Donc, j'ai proposé à tout le monde de mettre leur vrai nom pour qu'il y ait le crédit, que ça leur appartienne, le crédit de leur connaissance, pour qu'il y ait une représentation là, respectueuse de leur savoir. Et ça découle, en fait, ce procédé-là d'une critique que m'avait fait un aîné de la communauté que j'avais interrogé dans le cadre de ma maîtrise, qui était sur un autre sujet complètement. Et il m'avait dit, ah, vous, les anthropologues, vous mettez souvent des pseudonymes, mais pourtant, nous, quand on vous partage nos savoirs, ben moi, je suis fière de mes savoirs. Mon nom, je vois pas pourquoi on mettrait pas mon nom. J'ai l'impression que ça l'invisibilise nos connaissances et nous qui partageons ces connaissances-là. Donc, dans le cadre, quand je suis arrivée pour mon doctorat, j'ai voulu tout de suite proposer là, que ce soit qu'il y ait une reconnaissance avec les noms, autant dans le livre que dans la thèse. Et ça s'inspire aussi des travaux, du livre de Bernard Assinoui qui était tout à l'heure sur une autre diapositive. Et il y a aussi tous les âges des participants avec leur nom. Je trouvais ça intéressant parce que ça permet de voir qu'il y a une diversité des générations. Donc, il y a des gens dans 60, 70, mais il y a aussi, je pense que la plus jeune, elle a 19 ans, vingtaine, trentaine. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a une diversité des générations et on voit qu'ils ont des souvenirs alimentaires qui sont différents aussi parce qu'ils n'ont pas le même vécu, ils n'ont pas le même bagage. Et donc, on voit un peu les transformations de la culture alimentaire à travers ça. Peut-être un peu plus précisément là, au niveau du contenu. Donc, il y a des recettes, mais sans quantité, temps de cuisson ou instructions détaillées comme on est habitué. Donc, c'est pas tout à fait des recettes. Souvent, quand je parlais du livre aux gens, je leur disais, est-ce que tu veux participer? Ça va être un livre pour la communauté. On me disait, mais j'ai pas de recettes parce que je cuisine, tu sais, comme ça. Donc là, je leur disais, montre-moi comme tu veux, puis on va essayer après de transmettre ça à l'écrit. Donc, en faisant ça comme ça, j'ai fini par mettre à l'écrit des recettes sans quantité. Donc, parfois, il y a une canne, par exemple, mais tu sais, il n'y a pas de tasse, de cuillère à mesurer, tout ça, parce que c'était pas comme ça que les gens me partageaient. Et donc, le livre, l'idée, c'est que ça reflète leur manière de partager. Temps de cuisson non plus. Instruction, bon, évidemment, il y en a peut-être au niveau des étapes, mais encore là, c'est pas quelque chose qui est très rigide. Et à chacune des recettes, il y a presque tous, il y a une partie où il y a une citation, où c'est vraiment la personne qui raconte pourquoi cette recette-là est importante, dans quel contexte elle l'a fait, ou qu'elle raconte un souvenir, par exemple, qui est associé à cette recette-là. Donc, on entend parler les Anishinabés qui ont participé à travers le livre, avec beaucoup, beaucoup de citations directes, quelques techniques de piégeage d'un aîné, et beaucoup, beaucoup de souvenirs, comme je disais. C'était vraiment le format qui a généré le plus de paroles en partant de souvenirs familiaux, souvent, des gens. C'était là que la parole se déliait, puis on avait accès à plein de connaissances alimentaires intéressantes. Et donc, je pense que le livre, oui, c'est un livre sur l'alimentation, mais en même temps, on rencontre des familles, on rencontre
on a accès à leur manière de vivre sur le territoire, par exemple. Plein d'éléments culturels apparaissent via l'alimentation dans le livre. Maureen, est-ce que tu voulais ajouter ici? Ou ça... Non, ça va être beau. C'est bon? Parfait. Oui. Bon. Là, on a aussi inclus une portion donc un lexique en Anishinaabe-Moine et français parce que, ben, comme souvent les gens, comme Maureen a dit, s'ils ne parlent pas nécessairement l'Anishinaabe-Moine, beaucoup connaissent des mots. Et comme j'avais acquis certains mots au fil de passer du temps, souvent on me parlait en ponctuant les conversations de ces mots-là en Anishinaabe-Moine. Donc, les partages se faisaient naturellement avec des mots en Anishinaabe. Donc, comme j'ai retranscrit à l'écrit presque pratiquement là, textuellement comment les gens parlaient, les partages incluaient ces mots-là. Donc, il fallait soit mettre la traduction, soit mettre un lexique. Et on a décidé de mettre un lexique complet là, à la fin. Et Maureen, donc, qui est pédagogue, là, donc professeur et tout ça, elle voyait, je sais pas si tu en parles un peu, donc toute la portion plus pédagogique, que les possibilités là, avec le lexique et le livre. Là, je suis nouvellement on m'a approché pour occuper le poste de conseillère pédagogique. Puis je me suis dit que avec le livre, là, je vais, je vais le mettre dans les écoles, là, même le secondaire, puis mettons les faire lire, puis c'est quoi que ça fait, c'est quoi les valeurs là-dedans, puis tu sais, je vais leur préparer des questionnaires, puis je vais faire un genre de petits livres aussi avec ça pour qu'ils puissent, pour que pour que nos élèves puissent être fiers du livre, puis que ça soit que ce soit continué pour comment nos, nos cocons et nos mouchons cuisinaient autrefois, puis l'héritage qu'ils nous ont laissé. J'ai hâte de voir ça. Et comme aussi, dans le lexique, là, tu sais, le jello, là, c'est marqué Kadagwesek. Kadagwesek, on n'a pas le nom spécifique de jello dans notre mot qu'on a traduit. Puis, ils l'ont observé avant pourquoi que c'est. Quand tu le prends, ben, tu sais, ça balance, là, mettons, ça va d'un côté de l'autre, là, puis quand tu le prends, puis puis ça bouge, là, mettons, là. Puis c'est comme ça qu'il l'a appelé après ça, Kadagwesek. C'est pour ça que c'est les aînés qui l'ont appelé comme ça, parce que ils l'ont observé de cette manière-là. Puis... Ouais, ben, OK. c'est très descriptif, ça va décrire. Puis il y a des mots nouveaux dans l'alimentation aussi. Vu qu'il y avait des aliments qu'il n'y avait pas avant, comme le jello, ça n'existait pas avant, donc il a fallu créer le mot. Donc c'est quand même intéressant là, aussi de voir toutes les évolutions et tout ça qui ont été faites avec. Parfait, donc on arrive à la fin. Donc finalement, un coup que le livre a été terminé, ça nous aura pris à peu près 3 ans de trouver un éditeur. Ça a été un peu complexe parce que j'avais pas vraiment compris toute cette complexité-là avant de parler des éditeurs. Mais en fait, ce qu'on nous a dit, bon, en général, on refusait le projet sans expliquer, c'est un peu la norme. Mais il y a 2 éditeurs qui ont parlé avec nous, dont un qui nous disait, le projet est intéressant, mais je sais pas quoi faire avec, au sens où il cadre pas dans un cadre de ce qu'on est habitué de faire en édition. C'est pas vraiment un livre de recettes, mais c'est pas non plus un livre d'anthropologie parce que il n'y a aucune interprétation, il n'y a pas d'analyse au travers. Moi, je prends la parole seulement au début, à l'introduction, pour expliquer le projet, mais après ça, c'est que des partages directs des Anishinabek. Donc, puis le deuxième aussi, l'éditeur nous disait un peu la même chose. Il nous disait, ben, si vous voulez qu'on fasse quelque chose, il faut soit tout retravailler, que ce soit quelque chose de professionnel, avec reprendre les photos, refaire, et ça dénaturait le projet. Donc, ça nous a repris quand même 3 ans à trouver un éditeur qui a finalement accepté, qui met de l'avant donc des projets un peu hors normes et qui était tout à fait à l'aise avec ce projet-là. Et on a pu donc faire le projet qu'on voulait, comme on voulait, en respectant, je pense, les manières de faire locales. Et donc, on a publié le livre en juin. Et donc là, je vous ai mis
des belles photos de plusieurs des participants. Ils ne sont pas tous là parce qu'ils ne rentraient pas tous, mais vous en voyez quelques-uns. Donc, il y a autant des hommes, des femmes que des plus jeunes, des aînés. Donc, je pense que ça fait un beau portrait là, des participants. C'est trop fort, hein? Est-ce que tu voulais ajouter Juste à quelque lire chose? aussi à l'édition L'Esprit libre, là, tu sais, juste le livre, comment que c'est fait, puis comme c'était une fierté pour nous quand tu sais, quand on voyait les personnes partager leur recette, ben non, je sais pas, ben c'est pas vraiment une recette, là, mais c'est comme, c'est ça qu'on fait, c'est de cette façon-là qu'on cuisine pour manger quand on t'en prête quelque chose pour manger, mettons, nos mets traditionnels. Puis, tu sais, je discutais de ça avec ma mère. J'ai dit, hein, c'est, il a fallu qu'on tombe vraiment dans une maison d'édition de l'Esprit libre. Il dit, parce que c'est le livre est fait comme ça. Il dit, fait que, je trouvais que c'était une belle remarque de ma mère. Ben, Miigwech, ça fait le tour. Peut-être qu'on peut prendre des questions si vous voulez creuser des aspects un peu du projet. Je vais enlever mon partage d'écran. Voilà. OK, ben, bien, merci beaucoup pour cette conférence à deux voix. C'était vraiment très intéressant et même très touchant par moments. Et puis, ben, hein, j'aimerais d'abord vous féliciter tous les deux pour votre courage et détermination. Vous étiez hors norme sur tous les plans. Et puis, tant mieux, ça permet de faire bouger les choses et puis de voir la cuisine, disons, autrement, comme vous l'avez dit, Laurence, que par les cuisiniers, les nutritionnistes ou même les anthropologues, disons, purs et durs. Alors, vraiment, bravo, c'était vraiment fascinant. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. J'aurais beaucoup de questions, mais je veux pas profiter de mon poste d'animateur là pour lancer les premières questions. Je vais plutôt laisser à nos participants hein, le plaisir là, de vous poser des questions, de faire des commentaires. Hein. Alors, j'invite là, les participants à peut-être utiliser la fonction main levée pour poser vos questions ou bien faire des commentaires. Tout est possible. Hein. L'éditeur nous invite à avoir l'esprit libre, n'est-ce pas? Alors, je trouvais que le nom de l'éditeur convenait bien au projet d'édition. Comme l'a dit Maureen. Oui. Bon, voilà. Alors, à vous la parole, chers participants.